Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. J'associe ma collègue Isabelle Santiago à cette question. Monsieur le ministre, l'inclusion systématique des élèves en situation de handicap en milieu ordinaire, la dégradation des conditions de travail des AESH avec les PIAL, la diminution des places en milieu spécialisé ont des répercussions sur le travail des AESH, mais aussi des professeurs des écoles et des élèves. Nous vous avions déjà alerté sur la crise des dispositifs ULIS qui n'a guère été réglée alors qu'une nouvelle rentrée scolaire vient de se dérouler. La preuve a encore été faite que les moyens ne sont pas là pour respecter vos engagements en matière d'école inclusive dans les ULIS et bon nombre d'établissements scolaires. L'inclusion des enfants souffrant de handicap ne peut passer que par la prise en compte des conditions de travail de ceux qui les accompagnent. Les AESH, sans qui la scolarisation au quotidien des enfants porteurs de handicap ne serait pas possible. Et pourtant, ils sont dans une précarité inacceptable. Contrats à temps partiel, contrats courts, des salaires de misère. Si je prends le cas de l'Académie de La Réunion, la majorité des contrats se situe entre 18 et 21 heures. Il est très rare que les AESH aient des contrats entre 24 et 35 heures. Mais aussi un manque cruel de formation, des affectations de dernière minute, bref, un statut incertain. Monsieur le ministre, vous le savez mieux que quiconque, l'école inclusive, c'est de reconnaître que tous les enfants, sans aucune distinction, partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Qu'attendez-vous alors, monsieur le ministre, pour donner accès aux AESH à des formations qualifiantes à la hauteur de leur mission ? Qu'attendez-vous pour recruter les AESH qui font défaut? Qu'attendez-vous pour leur garantir un véritable statut de la fonction publique? Et enfin, qu'attendez-vous pour abandonner les PIAL et les politiques de mutualisation des moyens? Merci. Merci. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Naillet. Merci de poser une question sur un tel sujet qui est tellement important et que d'ailleurs le Président de la République avait positionné comme étant sa priorité entre les deux tours de l'élection présidentielle. C'est un sujet sur lequel, dans les années 2000, il y a pu avoir une unanimité nationale autour de cette question qui avait largement à progresser. En 2017, lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, cela correspondait à 70 000 contrats aidés, même un peu moins, ceux que nous appelons les AESH aujourd'hui. Au moment où je vous parle, c'est 125 000 CDD et même parfois des CDI de 3 ans, renouvelables une fois, et à la fin un CDI. Nous avons créé une véritable carrière des AESH. Lorsqu'on réfléchit à 70 000 contrats aidés pour maintenant 125 000 CDD, voire CDI, on voit la route qui a été parcourue. En 4 ans, c'est plus qu'en 10 ans. Et nous avons scolarisé 100 000 élèves de plus, nous avons créé des ULIS, des unités pour l'autisme. Bien entendu, la situation n'est pas parfaite. Et je suis très sensible aux problèmes que vous avez soulevés et qui sont bien réels. Et donc, au travers de vous, je veux parler aussi à tous les AESH de France. D'abord, que chacun regarde les progrès accomplis depuis 4 ans, y compris en termes de stabilité, en termes de préparation de rentrée. Désormais, nous nous efforçons de recruter en amont de la rentrée. Nous donnons 60 heures de formation par an aux AESH. Nous avons amélioré la qualité de cette formation. Est-ce que la situation est pour autant idéale? Non. D'abord parce que la demande est toujours plus forte. Il y a 100 000 élèves handicapés de plus dans le système scolaire par rapport à 2017. Et de plus, nous avons évidemment une exigence supplémentaire, notamment quant à la qualité. Mais ce que nous avons réussi, c'est non seulement de stabiliser davantage, mais aussi d'organiser mieux. Ma divergence avec vous, c'est quand vous critiquez ce que l'on appelle les PIAL. C'est une organisation au plus près du terrain qui permet d'affecter les AESH en fonction des besoins et donc d'être au plus près des demandes des familles. Lesquelles familles sont beaucoup plus écoutées, puisqu'aujourd'hui vous avez une commission départementale où ils peuvent téléphoner lorsqu'ils ont un problème. Donc il y a eu de très nettes améliorations. C'est le sujet sur lequel il y a eu les plus fortes augmentations budgétaires. Et donc aujourd'hui... Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Santé, la désertification médicale s'aggrave dans de nombreux territoires de notre pays. Chaque jour, des médecins partent à la retraite, ferment leur cabinet sans être remplacés. Chaque jour, des patients se retrouvent sans solution et se tournent en désespoir de cause finalement vers les urgences de nos hôpitaux qui sont alors au bord de la rupture avec des soignants qui sont épuisés. C'est ça la réalité vécue pour des millions de Français avec ce que cela implique comme injustice dans l'accès aux soins et comme
perte de chance face à la maladie. C'est ça la situation que nous vivons en Mayenne. Et notre collègue Favennec qui faisait référence pour l'hôpital du Nord-Mayenne, mais que nous vivons aussi dans la Sarthe, dans l'Aisne, dans l'Ardèche, dans les Landes, quand dans d'autres départements et d'autres villes, il suffit d'un appel au hasard dans l'annuaire médical pour avoir un rendez-vous dans les 2 heures. Alors, quand les médecins viennent à manquer, quand les urgences viennent à craquer, c'est un SOS que nous lançons. Monsieur le ministre, nos territoires, nos hôpitaux, nos urgences ont un besoin absolu de médecins. Pas dans 5 ans, pas dans 2 ans, maintenant, aujourd'hui. Monsieur le ministre, quand le gouvernement va-t-il enfin prendre à bras-le-corps cette inégalité majeure entre les citoyens face à la santé? Quand le gouvernement prendra-t-il enfin des mesures pour assurer la présence des médecins là où on a besoin d'eux et d'abord là où il manque? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur Guillaume Garot, personne ne nie la désertification médicale dans notre pays. C'est une réalité et ce n'est pas une réalité nouvelle. Elle ne date pas d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans, mais elle date du début des années 2000. Les solutions structurelles, telles qu'arrêter d'empêcher des jeunes étudiants français d'apprendre la médecine en France pour exercer en France, c'est-à-dire la suppression de cette ineptie du numerus clausus, cette solution, il a fallu attendre 2017 pour la prendre. 2017, 17 ans après le premier article parlant des déserts médicaux comme d'une alerte sérieuse pour notre pays. Il aura fallu attendre, monsieur le député, 2017 pour augmenter très fortement le nombre de maisons de santé, de centres de santé, de coopération interprofessionnelle. Oui, monsieur le député, il ne faut pas mentir aux Français, ce sont des solutions qui prennent du temps pour être effectives. Mais dans l'intervalle, on ne peut pas dire que nous restions inactifs, monsieur le député, ce n'est pas vrai. On est passé de 10 000 téléconsultations par semaine à 1 million de téléconsultations par semaine. J'ai autorisé en signant un arrêté qu'on fasse des téléconsultations par Skype, par WhatsApp, par FaceTime, avec des infirmiers, des kinés, des médecins, pour tenir compte de la réalité des territoires tels qu'ils étaient dans la souffrance et le manque de médecins. Monsieur le député, la vieille lune qui consiste à dire qu'il y aurait des endroits où on serait gavé de médecins, il suffirait de prendre son téléphone pour voir n'importe qui dans les 2 heures, cette réalité n'est pas la réalité de la France. Et je pose une question à l'Assemblée nationale, tous bords confondus, quel est le parlementaire ici qui estime qu'il y a trop de médecins dans sa circonscription et qu'on peut demain empêcher l'installation des médecins sur son territoire? J'attends un député pour me dire, moi j'estime qu'il y a trop de médecins, mettez-les dans la Mayenne parce que j'en ai trop chez moi. J'ai été élu d'une ville CHU comme Grenoble et je peux vous dire que l'Isère manque de médecins et qu'en périphérie de Grenoble, on manque de médecins. Donc, monsieur le député, on se retrousse les manches, on est solidaires, on va trouver des solutions continues pour les Français et bientôt, la fin du numerus clausus permettra à des milliers de jeunes médecins de réinvestir les campagnes qui sont désertées, faute de combattants. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, vous avez la parole, monsieur Garot. Monsieur le ministre, l'ouverture du numerus clausus, ça aura des effets dans 10 ans. Mais qu'est-ce que vous faites maintenant? Il y a une solution que vous n'avez pas éprouvée, c'est la régulation dans l'installation des médecins. Ça veut dire de nouvelles règles. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie. J'ai été récemment alerté par les syndicats de l'entreprise Ariane Group qui compte plusieurs sites près de Bordeaux, notamment au Haillan et à Saint-Médard-en-Jalles, également à Vernon dans l'Eure, sur le projet de leur direction de supprimer 600 emplois d'ici fin 2022. La justification apportée par l'entreprise qui construit les fusées Ariane est la supposée nécessité de retrouver de la compétitivité, notamment face aux nouveaux acteurs et pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. La filière spatiale a été une vitrine de la coopération et de l'excellence européenne, mais un tel coup d'arrêt est préoccupant et en dit malheureusement long sur un cruel manque d'ambition. Encore récemment, nous examinions en commission des affaires étrangères un projet de loi relatif au centre spatial guyanais. À cette occasion, nous déplorions que le principe de préférence européenne pour les missions institutionnelles ne soit que peu contraignant et que de trop nombreux programmes européens négligent la chance que constitue l'existence du centre spatial guyanais et de la filiale spatiale européenne. Ce manque d'ambition se retrouve également chez Ariane Group,
et les syndicats, appuyés par un cabinet d'expertise, préconisent d'explorer toutes les pistes en termes de réduction du temps de travail, de transfert des charges aux maisons mères Safran et Airbus, de diversification ou de baisse des exigences de rentabilité et de dividendes. Tout cela afin de maintenir le savoir-faire en matière de recherche, de construction de lanceurs, de satellites et d'exploitation des données. Monsieur le ministre, la maîtrise de ces savoir-faire et l'excellence de ces filières sont en partie dues à un demi-siècle d'investissement public et de volontarisme de la France en la matière. Que comptez-vous faire, Monsieur le ministre, pour ne pas abandonner Ariane Group à son sort et de mettre en œuvre un véritable plan de relance? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alain David. Vous avez raison de souligner l'excellence de nos compétences en matière spatiale et le fait que cette excellence est due à un investissement constant, durable dans la recherche et développement et dans l'innovation au service de cette industrie. Et je crois pouvoir dire qu'avec le plan France 2030 qu'a annoncé le président de la République, nous retrouvons enfin, oserais-je dire, cet esprit de conquête qui a permis de construire ces filières d'excellence, pas seulement la filière spatiale, mais la filière aéronautique, mais la filière nucléaire, et qu'enfin, nous donnons une ambition à notre politique d'innovation, de recherche fondamentale, de recherche appliquée et d'industrialisation. Alors pour répondre très concrètement à votre question, je veux d'abord souligner que l'accord avec l'Allemagne, l'Italie et l'ESA est un bon accord qui permet d'assurer une charge de travail à Vernon avec 7 Ariane 6 par an et une préférence européenne. Et c'est très important, vous savez que la concurrence est très forte, on peut penser notamment à SpaceX, à d'autres groupes. Cet accord, il permet aussi de donner à Ariane Group les moyens d'être plus compétitif à l'international en prenant en charge 140 millions d'euros de frais de structure. Donc on est loin d'une approche orientée uniquement sur une pseudo-rentabilité. Il s'agit plutôt de faire en sorte qu'Ariane puisse continuer à lancer et à fabriquer. Et c'est enfin un investissement de 40 millions d'euros à Vernon pour préparer l'arrivée de la production du moteur Prometheus, futur moteur lourd dans les lanceurs européens. Vernon restera le centre européen d'excellence pour les moteurs de fusée. Et au travers de France 2030, c'est 1,5 milliard d'euros qui seront investis sur un nouveau lanceur réutilisable, mais également sur des constellations de nano et petits satellites. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, en fin de semaine dernière, France Stratégie, organisme placé sous l'autorité de Matignon, a confirmé par une étude détaillée que la réforme de la fiscalité du patrimoine, initiée en 2018, n'avait pas produit les effets escomptés. Nous l'avions affirmé dans un rapport parlementaire que j'avais signé avec le rapporteur général de l'époque dès 2019. Non, réduire fortement la contribution des foyers fiscaux les plus riches aux charges de l'État, cadeau d'1,5 million d'euros par an pour les 100 ménages français les plus fortunés tout de même, n'a produit aucun effet sur les dynamiques économiques de nos entreprises, pas de soutien à l'investissement, pas de croissance supplémentaire, pas d'effet bénéfique, pas de prétendu ruissellement auquel ne croyaient que les crédules par intérêt. Mais par contre, une forte croissance de la richesse et des dividendes distribués pour les plus riches. Ceux-ci, 0,1% des contribuables, soit 38 000 foyers fiscaux, récoltent désormais les 2/3 des dividendes distribués par nos entreprises, alors que nous n'étions qu'à 50% avant la réforme. Allez-vous enfin reconnaître l'échec de cette politique de cadeau fiscal aux plus riches, réintroduire un peu de justice et de progressivité à l'heure où les plus modestes de nos concitoyens payent à la pompe et par leur consommation des contributions croissantes aux charges de l'État? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Eblé, ancien Président Eblé, pardonnez-moi, Monsieur le Sénateur. Vous faites mention du rapport de France Stratégie qui, comme vous l'avez vu, examine les effets de la politique fiscale et de la politique du gouvernement jusqu'à l'année 2019. Il faudra aussi prendre le temps de regarder dans quelques mois les résultats pour l'année 2020, pour l'année 2021 et de suivre ainsi les recommandations de ce même rapport qui explique que toute réforme en matière de fiscalité prend du temps pour être mesurable dans ses effets les plus immédiats. Je voudrais aussi vous dire, Monsieur le Sénateur, qu'au-delà de ce rapport France Stratégie,
qui par ailleurs pointe un certain nombre d'aspects extrêmement positifs de la politique économique du gouvernement. Je vous invite à lire le rapport économique, social et financier de la direction du Trésor, placé sous l'autorité du ministère de l'économie et des finances. Ce rapport pointe un certain nombre de choses qui vont à contre-courant de tout ce que vous avez dit dans votre question. D'abord, sur la question du pouvoir d'achat, en soulignant qu'au cours de ce quinquennat, le pouvoir d'achat des ménages de toutes les classes sociales du pays aura augmenté en moyenne de 1,7% par an. C'est 2 fois plus vite qu'au cours des dernières années et c'est 5 fois plus vite qu'au cours de la période 2012-2017. Dire aussi que par ce même rapport, dont la presse est fait écho, que le pouvoir d'achat des 10% de ménages les plus défavorisés augmente 2 fois plus vite en pourcentage que le pouvoir d'achat des 10% de ménages les plus favorisés dans notre pays. Dire enfin que la politique fiscale que nous avons mise en place permet à notre pays d'être, pour la 3e année consécutive, le premier pays de la zone euro en termes d'attractivité pour les investissements étrangers, que nous sommes cette année le premier pays en termes de croissance économique, que nous sommes aussi un pays qui, depuis quelques semaines, connaît un taux de chômage qui est l'équivalent de celui de fin 2007, c'est-à-dire le plus bas depuis 15 ans, ce qui est le signe aussi de la réussite économique, parce que la meilleure façon de lutter contre la pauvreté et de rétablir aussi l'égalité que vous appelez de vos voeux, c'est de permettre à chacun d'avoir un travail et un revenu. La politique économique que nous menons est efficace, elle l'a montré à l'aune de la crise, elle le montre à l'aune de la relance, et nous continuerons évidemment à appuyer sur les mêmes fondamentaux pour faire en sorte que la France se redresse et qu'ensuite nous puissions construire cette France et cette économie de 2030. Monsieur Eblé. Non, le prétendu ruissellement, même le président Biden a dit qu'il n'existait pas. Vous nous dites réduire les impôts de tous. Mais la taxe d'habitation est un cadeau payé par les collectivités. Elle n'est pas fraudable par ceux qui la payent, n'était pas délocalisable, alors que les évadés fiscaux, eux, ne se privent pas. Voir les Pandora Papers, plus de 11 000 milliards d'euros, l'équivalent de 24 fois la dette de notre pays. Vous nous dites avoir tout bien fait, vous n'écoutez pas, ni nos rapports, ni nos amendements. Je comprends mieux pourquoi le président propose de réduire les pouvoirs du Parlement en la matière. Monsieur le ministre, il est temps de cesser de masquer la réalité en essayant de rendre les évidences invisibles. Les contribuables français modestes savent compter. Ils ne sont pas dupes des jeux de bonneteau où l'on reprend d'une main le double de ce qu'on leur a donné de l'autre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, comment en sommes-nous arrivés là? Par un jugement du 14 octobre, le tribunal administratif de Paris a enjoint au gouvernement de prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique et prévenir l'aggravation des dommages. Déjà le 3 février, le tribunal pointait la carence fautive de l'État. Car enfin, arrêtons-nous au symbole qui est fort. Face à la menace que représente le dérèglement climatique et son cortège infernal de dommages, dorénavant plus fréquents et plus intenses, sécheresse, inondations, tempêtes, et face à la détérioration inexorable de la nature, des citoyens saisissent le tribunal parce que leur gouvernement ne prend pas les bonnes mesures. Les citoyens ont gagné, l'État est condamné, la condamnation acte l'inaction du gouvernement, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir respecté ses engagements de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous, parlementaires, nous n'avons pas cessé de vous interpeller, de déposer des amendements pour rehausser les ambitions de vos projets de loi, trop souvent en vain. Non seulement vous n'avez pas intégré la stratégie nationale bas carbone concrètement dans les lois, mais vous n'avez même pas consenti aux mesures parfois les plus dérisoires, comme celle d'interdire par exemple la publicité lumineuse. La situation est grave. Oui, on le sait, le coût des catastrophes climatiques a déjà triplé ces dernières années et nous allons tous payer très cher cette inaction. En vie humaine d'abord, en dégâts matériels ensuite et enfin en difficultés de tous ordres, et je pense particulièrement aux agriculteurs. Monsieur le Premier ministre, nous venons tout juste de voter une loi climat manifestement insuffisante. Sachant que vous avez jusqu'au 31 décembre 2022, comment votre gouvernement compte-t-il s'attaquer à ce problème? Merci. Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État en charge de la biodiversité, Madame Abba. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Prévin. Le gouvernement prend acte, effectivement, évidemment, de cette décision du tribunal administratif de Paris qui donne jusqu'au 31 décembre 2022 à l'État pour compenser l'excès d'émissions de CO2 constaté entre 2015 et 2018. 2015 et 2018, vous l'avez bien dit, Madame la sénatrice,
ce dépassement des objectifs d'émissions de gaz à effet de serre sur cette période qui était prévue dans le cadre de ce qui était prévu dans la stratégie nationale bas carbone de 2015 ne porte donc bien pas sur la politique qui est actuellement menée. Pour autant, nous devons effectivement compenser et nous devons prévoir cette réduction du dépassement de ces objectifs dans le rehaussement des budgets carbone de manière à accélérer l'effort de réduction de ces émissions, notamment sur les périodes 2019-2023, 24-28 et 2029-2033. Pour ce faire, il nous fallait nous en donner les moyens, et c'est ce que nous faisons. Dans le cadre de la loi énergie-climat de 2019, d'abord, nous avons accéléré la décarbonation de notre mix énergétique avec l'arrêt des centrales à charbon ou le développement accru des énergies renouvelables. Pour le logement, en accélérant avec MaPrimeRénov' ou le chèque énergie, la rénovation thermique et en améliorant le budget des ménages. Avec la loi d'orientation des mobilités, en engageant la décarbonation massive des transports, en investissant 13,4 milliards d'ici à 2022 sur le déploiement massif des bornes électriques ou encore la création de zones à faible émission. Et puis pour une mobilité plus durable, avec la prime à la conversion, les bonus écologiques, le forfait mobilité durable. Le plan de relance, enfin, a amplifié de manière sans précédent les budgets et les possibles en termes de rénovation thermique des bâtiments publics, la rénovation du réseau ferroviaire, la décarbonation de l'industrie ou encore l'investissement dans les énergies et les technologies vertes. Nous avons donc, je crois, un bouquet de solutions. Et vous le savez, cette vitesse de réduction des émissions, elle a doublé depuis le début du quinquennat. L'effort est donc massif. Nous l'amplifions avec les plans de relance et d'investissement, par des financements également publics en faveur de la transition qui ont augmenté de 26 milliards en 2019 à 33 milliards en 2022. Ces moyens, cet ensemble de moyens doit nous permettre de garantir l'atteinte des objectifs climatiques actuellement fixés pour 2030. Le plan d'investissement France 2030 s'y emploiera également. Dans le même temps, nous engagerons dans les semaines prochaines des concertations pour la mise en place de feuilles de route de décarbonation pour les filières les plus émissives. Nous organisons le contrôle, le suivi avec le Haut Conseil pour le climat. Nous sommes pleinement mobilisés. Je vous remercie. Quelques secondes, Madame Préville. Merci. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui sont enclenchées, mais le tribunal vous rappelle à l'ordre, cela ne suffit pas. Voilà la question. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'aurais souhaité m'adresser à Madame Pompili, mais manifestement, elle n'est pas là. Depuis plusieurs semaines, nous assistons à une hausse continue des tarifs des énergies, avec une multiplication par 2 du prix du gaz, par 3 du pétrole et par 9 de l'électricité. Cette flambée des prix est une atteinte directe au pouvoir d'achat de nos concitoyens, qui sont de plus en plus nombreux à tomber dans la précarité énergétique. Le sage conseil de mettre un pull s'avère un peu court aujourd'hui, Monsieur le Ministre. Ce phénomène touche toute notre société, de ceux qui sont contraints de prendre leur voiture pour aller au travail, notamment dans les zones rurales, à nos concitoyens qui vivent dans les trop nombreuses passoires thermiques. Les deux constats que nous pouvons faire aujourd'hui est que la libéralisation à l'extrême du marché de l'énergie ne fonctionne pas et que l'Europe de l'énergie est aux abonnés absents. Alors que certains économistes prédisent un doublement du tarif de l'énergie dans les 20 prochaines années, il est urgent de réfléchir à un autre modèle en portant une programmation de long terme pour notre bouquet énergétique. Vous allez me répondre sûrement, Monsieur le Ministre, que les annonces préélectorales de votre gouvernement sont des réponses à l'urgence sociale. Il s'agit de mesures court-termistes et insuffisantes. Dans une étude récente de l'ADEME, l'ADEME précise ainsi que le chèque énergie devrait s'élever à 710 € pour être opérant. Espérons que votre prochaine annonce liée à la hausse des carburants soit une réelle aide pour les ménages et non pas seulement un chèque de l'État au groupe Total. Les solutions produites aujourd'hui ne doivent pas s'extraire de l'indispensable transition énergétique. Le dernier rapport du GIEC nous rappelle l'urgence d'agir efficacement pour les décennies à venir. Hausse des prix de l'énergie, augmentation du prix des produits agricoles, il est temps d'agir pour éviter une explosion des situations de pauvreté sur fond de précarité alimentaire et énergétique. Ainsi, Monsieur le Ministre, à l'aube de la présidence française de l'Union européenne, existe-t-il une stratégie du gouvernement français pour répondre non seulement aux enjeux immédiats de pouvoir d'achat de nos concitoyens, mais aussi à la nécessité de réorienter en profondeur la politique européenne de l'énergie? Je vous remercie. Monsieur le ministre délégué en charge des comptes publics, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Tissot, je vais d'abord, pardonnez-moi, répéter un certain nombre d'éléments que j'ai déjà donnés en réponse aux collègues qui vous ont précédé, à la fois pour souligner que pour répondre à la situation des ménages les plus fragiles, le Premier ministre a décidé d'augmenter le chèque énergie de 100 €, ce qui, sur une année glissante, le portera à 400 €, 150 au mois de mars 2021, 150 en mars 2022, et une bonification exceptionnelle de 100 € qui sera versée dans les prochains jours. Dire aussi que nous avons mis en place
dans le cadre de la loi de finances, les mécanismes d'ajustement fiscaux que j'ai évoqués tout à l'heure sur la TICFE pour l'électricité et la possibilité pour le gouvernement d'actionner un mécanisme garantissant un gel du prix du gaz jusqu'à la fin de l'année 2022, puisque le dispositif voté par l'Assemblée couvre la totalité de l'année. Nous travaillons, vous le savez, et je l'ai dit, sur d'autres mesures pour accompagner les Français et répondre à une problématique de pouvoir d'achat posée par l'augmentation du prix des carburants et des énergies. Mais au-delà de ces réponses, vous les avez qualifiées de court-termistes, vous comprenez que je n'en partage pas ce qualificatif. Ce sont des réponses qui sont des réponses d'utilité, qui sont des réponses nécessaires pour accompagner les Français face à cette augmentation du prix du gaz et donc de la vie quotidienne. Au-delà de ces réponses, je vous rejoins lorsque vous appelez de vos voeux une stratégie de long terme. Stratégie de long terme en matière de production d'électricité. Les annonces faites par le Président de la République dans le cadre du plan d'investissement pour la France 2030 ont cet objectif de garantir à la France plus de souveraineté en matière de production d'énergie et donc de maîtrise du prix de production de celle-ci. Stratégie de diminution de la consommation. Cela passe à la fois par l'adaptation de notre économie, cela passe aussi par une meilleure isolation. Dans le cadre du plan de relance, nous avons par exemple financé pour l'année 2021 800 000 dossiers dits MaPrimeRénov', autant de logements de particuliers qui consommeront moins d'énergie. Et nous veillons, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, à ce que le niveau de crédit dont dispose le ministère du Logement pour MaPrimeRénov' soit reconduit à hauteur de 2 milliards d'euros, ce qui permettra de financer la rénovation d'autant de logements. C'est un des exemples de ce que nous mettons en place pour faire en sorte d'avoir justement la stratégie durable que vous appelez de vos voeux.